Mais pour l'instant, c'est Romain Eskenazi, porte-parole du Parti Socialiste et député du Val d'Oise qui est avec moi. Bonjour monsieur. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Alors évidemment, on va commencer par... on a le craint le pire hier et finalement un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Qu'est-ce qui vous inspire ce cessez-le-feu ? Je me réjouis déjà pour les populations civiles qui subissent les bombardements à la fois en Israël et en Iran. Donc c'est évidemment une source de soulagement et puis c'est une perspective d'amélioration aussi pour les Français parce qu'on sait que cette guerre avait des conséquences très concrètes sur le pouvoir d'achat des Français à cause du prix à la pompe, mais aussi pour nos TPE, nos PME, pour leur compétitivité. Donc voilà, quand il y a une guerre et qu'il y a un cessez-le-feu, c'est évidemment une bonne nouvelle, il faut s'en réjouir. Donc vous n'êtes pas sceptique sur les bases de l'accord ? On peut être sceptique sur les bases de rapport et se réjouir quand même que les bombes arrêtent de tomber sur des civils. Et vous ne pensez pas que le peuple iranien est le plus grand perdant ? Si. Totalement. Ils subissent une oppression absolue du régime des Mollahs depuis des décennies, avec des enfermements arbitraires, des exécutions arbitraires, avec une liberté d'expression qui est brimée, avec une économie qui est à plat. Ils ont subi derrière les bombes américaines et israéliennes, et aujourd'hui, ils se retrouvent de nouveau en prison je reprends l'expression de ma collègue Aïda Hadizadeh, députée socialiste qui est née en Iran et qui porte beaucoup la voix de la défense de la démocratie en Iran au sein de notre groupe, qui vraiment fait cette analyse. Le peuple iranien est en prison et donc il retourne en prison aujourd'hui et donc effectivement le peuple iranien est le grand perdant de ce conflit et il s'agirait de ne pas les oublier une fois que les bombes arrêteront de tomber. Et comment on fait pour ne pas les oublier alors ? Eh bien, ça passe pas forcément, on ne libère pas forcément un peuple en lui envoyant des bombes, mais en tout cas, ça peut passer par une pression internationale, par des sanctions diplomatiques, par des soutiens à des groupes démocratiques en Iran. Je pense que l'Iran se libérera effectivement par lui-même, mais il a besoin de soutien extérieur, notamment de démocratie, au nom des valeurs universelles, au nom de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il faut que la France puisse apporter un soutien à ces partis démocratiques qui subsistent encore en Iran et à cette résistance qui est étouffée par un régime totalement dictatorial. Romain Eskenazi, on a parlé du grand perdant de cette guerre, de cette crise qui aura duré pour l'instant 1 mois et demi. On verra bien sûr si le cessez-le-feu se prolonge après les négociations et s'il aboutit à un accord de paix. Qui est vainqueur ? Les Iraniens ? Les Américains ? Moi, j'ai quand même plutôt le sentiment que malheureusement, c'est le régime des Mollahs. Quand vous voyez la liste des revendications, effectivement, le cessez-le-feu, le maintien du contrôle du détroit d'Ormuz, on l'a vu, l'impact énorme que cela peut avoir sur l'économie mondiale, ne serait-ce que quand cet État bloque ce détroit où passe 20% du commerce de pétrole mondial. Ils vont pouvoir continuer leur programme d'enrichissement d'uranium, et puis surtout, le régime n'est pas tombé. Je rappelle que M. Trump annonçait le 28 février, au moment de lancer cette offensive-là, qu'il allait mettre à bas ce régime, qu'il allait libérer le peuple iranien. Il n'en est rien. Je pense qu'on voit aujourd'hui les limites de l'improvisation totale de Donald Trump, qui lui-même qualifiait ses propositions de cessez-le-feu lundi de pas sérieuses, et aujourd'hui elles deviennent d'un seul coup sérieuses alors que rien n'a changé. Donc voilà, il a une politique internationale qui est en improvisation totale. Il s'est fait élire en promettant qu'il allait décrocher le prix Nobel de la paix, que ce serait un président américain qui ne déclencherait aucune guerre. 3 mois plus tard, il déclenche une guerre à la surprise générale. Donc voilà, on réalise que l'inconstance du président de la République ne sert pas les États-Unis. Donc tout ça pour ça ? Tout ça pour ça, effectivement. Donc je ne dirais pas que les États-Unis ne sont plus des alliés. Mais en tout cas, les États-Unis ne sont plus des alliés sur qui on peut compter, c'est une évidence. Et justement, à ce propos, est-ce que vous pensez que la ligne d'Emmanuel Macron dans cette guerre a été la bonne ? Sa stratégie de rester sur une ligne de crête ? Alors, de ne pas s'aligner sur les États-Unis et Israël qui menaient une guerre qui, sur le plan du droit international, était illégale et qui n'avait pas pour but ni de mettre à bas l'appareil militaire iranien, on l'a vu, il conserve des capacités militaires, ni de mettre à bas le régime. Donc oui, moi je me satisfais qu'on n'ait pas été sur un alignement. De l'autre côté, il y avait une ligne plus rude qui était celle du président espagnol, qui s'est effectivement distingué en refusant de se laisser marcher sur les pieds, en refusant que son espace aérien, que ses bases aériennes soient utilisées. On aurait pu effectivement aller sur ce volet-là. Vous auriez préféré ? Il me semble que la voie de la France a été une voie juste, mais qu'il faut aujourd'hui s'appuyer sur le gouvernement espagnol. On le voit, qui est un gouvernement qui tient à affirmer une réelle ligne européenne, une réelle indépendance européenne. Et je pense qu'il faut effectivement s'appuyer sur ce gouvernement. Vous dites ça parce que ce sont des socialistes, voilà. Alors, je dis ça pas seulement parce que ce sont des socialistes, mais je pense que Monsieur Sanchez commence à faire émerger une ligne et une indépendance européenne et une affirmation de cette indépendance stratégique et militaire. Et il me semble qu'au regard du contexte international et notamment de nos relations avec notre bouclier américain, on aurait tout intérêt à s'appuyer sur des États qui ont
comme lui, cette ambition que l'Europe prenne une autonomie et retrouve sa souveraineté militaire. On va en parler de la souveraineté militaire et énergétique, mais justement, la ligne de Pedro Sanchez, elle est très forte, elle est très anti-américaine, donc au risque de se fâcher avec notre... Je dirais pas qu'elle est anti-américaine, elle était résistante à l'impérialisme de Trump, qui considère qu'il est chez lui partout, et qu'il peut s'accaparer le Groenland, et qu'il peut enlever un président au Venezuela, et qu'il peut installer ses avions pour mener une guerre illégale sur des bases européennes. Donc voilà, nous, on n'a pas vu en tout cas d'un mauvais œil qu'il y ait un chef d'État européen qui marque des limites, et qui, sans aller dans l'agression, mais qu'en tout cas ne se comporte pas en sous-fifre américain. Je pense que là-dessus, il a eu raison. Après, moi, je ne serais pas, et je pense qu'il y a des moments où moi, je suis un opposant d'Emmanuel Macron et de sa politique depuis toujours, mais il y a des moments où la France parle fort quand elle parle d'une forme d'unité. Et donc voilà, il aurait été sur un alignement total avec les Américains, j'aurais été très critique. Là, sur cette ligne de crête d'Emmanuel Macron, voilà, moi je pense que la France a joué son rang d'une puissance autonome. Alors écoutez, Emmanuel Macron, puisqu'on parle d'autonomie, il y avait un conseil de défense ce matin à l'Elysée, il s'est exprimé, il a présenté les enjeux de l'accord et la suite aussi, ce que ça incluait. Écoutez le chef de l'État. Sur le détroit d'Ormuz, l'Iran a annoncé être prêt à débloquer celui-ci, ce qui est une bonne chose. Et nous travaillons depuis plusieurs semaines à mobiliser nos partenaires en Asie, en Europe, dans la région. Une quinzaine de pays sont aujourd'hui mobilisés et participent à la planification sous le pilotage de la France pour permettre justement la mise en œuvre d'une mission strictement défensive en coordination avec l'Iran quand les conditions seront remplies pour permettre de faciliter la reprise de cette circulation. Voilà, Emmanuel Macron qui redit ce qu'il avait déjà annoncé il y a quelques jours, à savoir il faut s'engager dans une sécurisation du détroit d'Ormuz. Laurent Wauquiez, le député de Haute-Loire, président du groupe la droite, les LR à l'Assemblée nationale, lui aussi a dit que la France devait s'engager dans cette sécurisation du détroit d'Ormuz. Romain Eskenazi, qu'est-ce que vous en pensez, vous, au Parti socialiste ? Nous sommes pleinement favorables. Nous plaidons au Parti socialiste depuis des années pour que la France et plus globalement l'Europe reprennent son destin en main, que le monde a changé, que nous ne pouvons plus vivre simplement sous le parapluie américain, et on voit les conséquences extrêmement graves d'un simple blocage de ce détroit. C'est 130 millions de barils qui sont bloqués à l'heure où on se parle aujourd'hui, qui n'ont pas pu rentrer sur le marché, qui ont fait grimper les prix et qui ont mis à bas l'économie européenne et mondiale en général. Donc le fait de garantir nos intérêts économiques pour assurer que ce détroit soit toujours fonctionnel, il me semble que c'est une bonne chose. Donc on doit participer à cette... S'il y a, bien sûr, il faut attendre un petit peu quelques jours, mais on doit participer s'il y a une coalition qui se met en place, on doit le faire, on doit y participer. La France aspire encore à être une grande nation qui pèse dans le concert des nations, et on ne peut pas se contenter d'être simplement spectateur d'une décision prochaine de l'Iran ou d'un autre État qui déciderait de nouveau de se bloquer ce détroit, et qu'on ait des conséquences sur le pouvoir d'achat, sur notre économie, sur notre indépendance. Donc c'est aussi pour garantir notre économie, défendre nos intérêts, qu'il faut participer à cette coalition qui va dans le sens de ce qu'on plaide depuis des années, c'est-à-dire que la France et l'Europe reprennent leur sécurité en main. Alors, sur les conséquences économiques, et notamment pour les Français, plus particulièrement, qui ont vu les prix du carburant augmenter terriblement ces derniers jours et qui ont évidemment payé le prix fort, est-ce que la stratégie du gouvernement, avec ces aides qui étaient ciblées, limitées, est-ce qu'elle a été la bonne ? Puisque si cette guerre se termine là, alors, les prochains jours. Nous considérons que non. Pourquoi ? Nous plaidions pour, et nous plaidons toujours d'ailleurs, je l'ai réaffirmé hier en point presse, pour des chèques énergie, mais qui ne se cantonnent pas aux acteurs économiques. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de ménages qui habitent dans des zones périurbaines, qui habitent dans des zones rurales, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, et qui ont dû renoncer, peut-être même à aller voir leur famille durant ce week-end de Pâques, qui ont dû renoncer même certains à des missions pour, je pense aux aides à domicile. Et donc le fait de cibler uniquement sur les TPE cette aide ciblée, il nous semble que c'était très insuffisant et qu'il y avait des possibilités, sans entacher le budget de l'État, de faire des chèques énergie ciblés, alimentés par deux recettes. Le surplus de recettes de TVA, le pétrole, l'essence a augmenté de 30%, les recettes de TVA ont augmenté à peu près d'autant, donc on aurait pu redistribuer cet argent-là. Et deuxièmement, à travers une taxation sur les surprofits des compagnies pétrolières, nous n'arrivons pas à admettre, notamment après le Covid, que des firmes multinationales profitent finalement de la crise, s'enrichissent sur le dos des Françaises et des Français. Et donc nous aurions souhaité, 5 chefs d'État ont porté cette revendication à l'échelle de l'Union européenne, on regrette que la France n'ait pas fait partie de ces signataires, pour demander une taxation exceptionnelle
exceptionnelle des profits des compagnies pétrolières qui ont profité de cette crise et de cette augmentation des prix pour alimenter ce fonds de chèque énergie et pour effectivement le redistribuer aux Français. Nous n'étions pas, nous, pour qui en ont le plus besoin. Nous n'étions pas, nous, comme le RN, pour une baisse généralisée de la TVA qui aurait profité notamment aux députés qui font leur plein. Et je considère qu'aider de manière égalitaire l'ensemble des Françaises et les Français, c'était pas la bonne méthode pour réagir vite dans l'urgence. Il fallait des chèques énergie ciblés sur les familles les plus modestes, sur les gens loin des centres-villes et des transports en commun, et sur les TPE, PME. Donc, le principe d'aider ceux qui en ont besoin, oui, mais on pense qu'on aurait pu retrouver des recettes supplémentaires pour aider également les foyers les plus modestes. Je signale que le Détroit va rouvrir, mais que le prix à la pompe, ça va pas se ressentir tout de suite. Donc, il va y avoir encore... Cornu a dit, il espère, il compte que ce soit à 5 à 10 centimes déjà très vite, et ensuite que ça baisse aussi vite que c'est monté. Ouais, moi je crains que ça prenne encore quelques temps, et je pense que ces 3 semaines-là, ça fera quasiment un mois au total, même si ça s'arrête dans 2 semaines. Voilà, je pense que pendant ce mois-là, on aurait pu mettre en place un chèque énergie durant un mois qui peut remettre un petit peu, donner un petit peu de respiration à ces Françaises et ces Français qui travaillent et qui ont déjà du mal à vivre de leur salaire. On continue d'en parler, on parlera également de la loi Yadan ou encore même de la présidentielle. Romain Eskenazi, député socialiste et porte-parole du groupe. Vous êtes l'invité des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. A tout de suite. Romain Eskenazi, on va continuer de parler des conséquences économiques, énergétiques même de cette guerre au Moyen-Orient. Juste avant quand même, parce que c'est une bonne nouvelle. Elles sont rares. On a appris la libération et ils sont de retour à Paris depuis ce matin. La libération de Cécile Collère et de Jacques Paris après 4 ans de calvaire. Et ils ont raconté ce qu'ils ont vécu. C'était véritablement un calvaire. Donc 4 ans de calvaire en Iran. Je voulais avoir votre réaction. Écoutez, on a peu de sources de réjouissance en ce moment, on a peu de sujets de concorde à l'Assemblée nationale en ce moment, et je peux vous dire que quand la présidente de l'Assemblée nationale a interrompu la séance de questions au gouvernement pour annoncer cette nouvelle, spontanément, l'ensemble de l'hémicycle s'est levé et a applaudi de concorde avec une très forte émotion. Je me réjouis vraiment de cette libération, je remercie sincèrement l'ensemble des services de l'État qui sont mobilisés dans l'ombre depuis des mois, depuis des années pour obtenir cette libération-là. Déjà, ils avaient pu quitter leur geôle pour l'ambassade de France en Iran dans lequel ils étaient enfermés, et là ils ont enfin pu rejoindre la nation, retrouver leurs proches, donc je m'en réjouis très sincèrement, c'est une excellente nouvelle et je leur souhaite évidemment un bon retour au pays. Romain Eskenazi, nous parlions avant la pause du surplus que l'État a pu avoir en raison de l'augmentation des prix des hydrocarbures. Ce surplus, Sébastien Lecornu a dit qu'il voulait l'utiliser entre autres pour permettre l'électrification et la décarbonation du pays. Est-ce que finalement cette guerre aura agi comme un déclic pour affirmer à la fois notre souveraineté énergétique et notre ambition d'avoir une énergie propre, décarbonée? Il faudra que Sébastien Lecornu nous dise précisément quels sont les surplus de TVA, mais j'ai pas le sentiment que ce surplus sur 3 semaines de quelques centimes de plus à la pompe soit de nature à transformer intégralement le pays. On avait dit également après le Covid, il y avait un avant, il y aura un après. On pourrait débattre ensemble de ce qui a changé structurellement. Est-ce que ces fameux emplois indispensables qu'on applaudissait aux fenêtres, est-ce qu'on les a revalorisés et voilà, est-ce qu'on a mis plus de sens? J'en suis pas sûr. Donc je crains que ces petits épisodes de 3 semaines ne marquent pas une révolution. Nous sommes évidemment pour une électrification du pays. Nous sommes pour sortir dans la dépendance au pétrole de plus en plus. Moi, je travaille notamment à l'Assemblée nationale sur les questions d'hydrogène qui peuvent remplacer demain et qui pourront remplacer demain, en tout cas en partie, le kérosène des avions. J'aimerais bien qu'on le produise nous et qu'on remplace pas l'importation de pétrole par l'importation d'hydrogène demain. Et donc, ça demande d'investir maintenant massivement dans l'industrie pour que dans 10 ans, nous soyons en capacité de produire. Donc, nous plaidons depuis très longtemps pour un État stratège, comme ça a été le cas dans l'après-guerre, qui effectivement planifie sur plusieurs années la conversion de notre économie pour gagner en indépendance, en souveraineté, mais aussi en pouvoir d'achat pour les ménages qui auront un chauffage qui leur coûtera moins cher, qui auront des logements qui seront isolés et qui auront des véhicules qui ne dépendront pas des crises géopolitiques pour pouvoir faire le plein, mais dépendront d'électricité qu'on produira de manière autonome. Donc nous plaidons évidemment pour une transformation durable de l'économie de la société, mais je ne suis pas certain que les quelques recettes de TVA, on aurait plutôt préféré... On attend un plan, hein. Le gouvernement doit annoncer un plan. Nous, on l'attend. Mais voilà, pour l'instant, je suis assez sceptique parce que je pense que ça fait longtemps qu'il y a des alertes, à la fois sur la question du réchauffement climatique, sur la question de notre balance commerciale qui est profondément déficitaire. Donc il y a quand même beaucoup de vigies en rouge depuis très longtemps et on n'a pas vu cette ambition dans les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron que l'État stratège reprenne son rôle et remette le pays en marche vers une transformation durable de notre économie. Il y a de une notre relance société. vers le nucléaire, là.
Oui, oui, tout à fait. Nous y sommes évidemment favorables au mix énergétique avec évidemment le nucléaire, mais une part de plus en plus importante des énergies renouvelables. Alors, venons-en à la loi Yadan. Vous avez vu hier 500 000 signatures, une pétition donc contre cette proposition de loi de Caroline Yadan. 500 000 signatures, ça veut dire qu'on a dépassé un seuil symbolique, ça veut dire qu'il va pouvoir y avoir un débat dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale donc pour ce texte qui ambitionne de lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme, parfois dissimulées derrière de l'antisionisme. Je vous propose d'écouter la députée écologiste Léa Balazs-Elmariki qui a estimé, c'était hier à l'Assemblée nationale, que cette proposition de loi déposée par Caroline Yadan est un danger pour la liberté d'expression. Un texte qui est composé de 4 articles et les 2 premiers sont un danger pour la liberté d'expression parce qu'ils ne visent pas du tout la question de la lutte contre l'antisémitisme. En commission, j'ai demandé à Madame Yadan plusieurs fois de me donner quels étaient les actes, les propos qui pouvaient ne pas être actuellement condamnés et qui le seraient si sa proposition de loi venait à être votée et donc entrer en vigueur. Elle n'a pas pu me donner un seul exemple. En réalité, cette proposition de loi est un outil dans la main de l'extrême droite pour faire taire des militantes et militants écologistes, humanistes et donner un office au juge qui n'est pas le sien, c'est-à-dire d'arbitrer selon la police de la pensée. Alors ça c'est pour les Verts, j'allais dire. Les socialistes en commission s'étaient abstenus. Et hier, ils ont annoncé qu'ils allaient voter contre. Alors déjà, pourquoi ce changement de position et qu'est-ce qui vous déplaît exactement dans ce texte ? Alors moi, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme en particulier est à l'origine de mon engagement politique. Je me suis investi sur tous ces sujets-là, à la fois sur mon territoire, notamment à Sarcelles, où le devoir de mémoire est essentiel et est rythmé par des cérémonies tout au long de l'année. Et à l'Assemblée, j'ai défendu la résolution européenne pour faire de l'antisémitisme une priorité des politiques publiques européennes. J'ai défendu au nom du groupe socialiste la loi de lutte contre l'antisémitisme à l'université. Vous vous souvenez, c'était il y a à peu près 1 an. Donc toutes les initiatives qui peuvent faire en sorte qu'on lutte contre ce phénomène gravissime mais en expansion qu'est l'antisémitisme, on est favorable. Mais alors pourquoi pas celle-là ? Eh bien parce que celle-là, moi je rejoins Léa Balazs sur ce sujet-là, je ne vois pas une disposition dans ce texte qui protégerait nos compatriotes juifs qui subissent aujourd'hui des actes antisémites. Qui ont explosé. Ouais. Qui ont explosé. Par exemple, effectivement, moi je vous rejoins, il y a une forme d'antisémitisme qui se cache derrière ce qu'on appelle aujourd'hui l'antisionisme. Si un juif, parce qu'il porte une kippa, se fait traiter de sale sioniste dans la rue, il n'y a rien dans ce texte qui le protège. Aujourd'hui, ce texte inclut beaucoup de flou et a été donc instrumentalisé à mon sens des 2 côtés. Moi je ne suis pas d'accord avec grand chose de ce qui est raconté dans les vidéos des Insoumis qui tournent en boucle en disant c'est terrible, dès qu'on va dire que la politique de Netanyahou est mauvaise, on va aller en prison, c'est totalement faux, et d'autres qui disent c'est terrible, sans cette loi tous les juifs de France vont être en danger, c'est totalement faux. Donc honnêtement on est rentré dans un espèce de délire autour de cette loi et moi j'invite celles et ceux qui veulent se faire opinion à rentrer dans le texte. Le texte propose notamment dans son article 1, je vais reprendre les termes exacts parce que c'est la loi, condamne les provocations implicites. Alors vous allez peut-être pouvoir m'expliquer ce qu'est une provocation implicite, ce sera au juge d'en déterminer, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. S'agissant de l'apologie du terrorisme qui est déjà dans la loi, l'apologie du terrorisme fort heureusement est punie, mais là ce serait la minoration ou la banalisation d'actes qui pourraient être punis par la loi. Et s'agissant de l'article 2 qui dit qu'on n'a pas le droit d'appeler à la suppression d'un État qui serait reconnu par la France, c'est-à-dire que ça inclut la Corée du Nord, ça inclut Taïwan, ça inclut le Tibet. Et donc, effectivement, on peut se poser la question de la liberté d'expression, notamment universitaire, à ce sujet-là. Et je n'ai pas, moi, le sentiment que les Juifs de France soient aujourd'hui inquiétés dans leur sécurité, dans leur dignité, dans les insultes, dans les menaces qu'ils peuvent recevoir par quelqu'un qui donnerait une opinion sur ce qui se passe en Israël ou en Palestine. Il y a une forme d'assimilation entre forcément tout Juif de France qui serait par nature solidaire avec ce qui se passe en Israël, moi qui me pose personnellement question. Donc, je n'ai pas le sentiment qu'en votant ce texte-là, on protégerait mieux les Juifs de France, mais j'ai le sentiment qu'on donnerait un pouvoir au juge qui n'est pas censé être le sien d'interprétation et que ça n'aiderait pas les Juifs de France aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de ne pas voter ce texte. Alors, c'est à la majorité ou pas ? J'ai l'impression que c'est un peu divisé au Parti Socialiste, que François Hollande était plutôt en faveur de ce texte. François Hollande et Jérôme Guedj avaient effectivement signé ce texte. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils feront le jour J. Est-ce qu'ils vont s'abstenir ? Est-ce qu'ils vont voter contre ? Vous savez qu'au Parti Socialiste, on fait partie des partis qui avons du débat, alors justement, on va en parler du débat
interne. Et donc, il est possible qu'au même titre que les motions de censure qui, sur 69 députés, il y avait 6 ou 7 députés à chaque fois qui ne suivaient pas la ligne du groupe, il est possible que quelques individualités n'aient pas la même interprétation. Mais en tout cas, que ce soit voté pour ou voté contre, tout le monde est frontalement contre l'antisémitisme. Et il ne s'agit pas de dire pour ou contre l'antisémitisme, il s'agit de dire pour ou contre cette loi qui fait très clairement débat. Il nous reste quelques minutes, Romain Askenazi. Est-ce que vous étiez au bureau national du parti hier soir? Quelle était l'ambiance? Écoutez, un peu tendu, mais n'est-ce pas on a toujours... Voilà, expliquez-nous ce qui s'est passé, parce que visiblement, il y a des opposants quand même à Olivier Faure. Qui sont partis avant, et il y a une grosse Ils sont partis 20 minutes avant. La réunion devait finir à 9h, ils sont partis à 20h40 pour un BN qui avait commencé à 18h30. Il ne s'agit pas de dramatiser. Il y a une divergence stratégique, je suis d'accord avec vous. Exactement. Alors, on parle évidemment, pour que les auditeurs d'Europe 1 s'y retrouvent, on parle... Quoi, ils n'ont pas tous suivi à la lettre au bureau national. Exactement. Je suis très désappointé. Donc, c'était un bureau national qui avait, entre autres, comme objet de parler de la présidentielle et de la méthode d'action, on va dire, du Parti socialiste. Et alors là, ça va pas du tout, il y a quand même deux camps. Alors, il y a deux camps. Vous êtes dans quel camp, vous, déjà? Olivier Faure ou Boris Vallaud? Alors, moi, je suis plutôt dans le camp d'opposants à Olivier Faure depuis plusieurs congrès déjà. Donc, ce qu'on appelle le TOC, le texte d'orientation, c'est porté par Maria Rossignol. Je suis notamment dans le courant de M. Philippe Brun. Des TOB, il y a c'est un TOB, peu... TOC, TOA. Voilà. Avant, c'était des courants, maintenant, ça s'appelle des motions, maintenant, ça s'appelle des TO. C'est pas clair, mais essayez de nous expliquer. En gros, il y a simplement une discussion, et sauf que ça se retrouve dans la presse, et donc c'est mis en... mais forcément, on a un an de la présidentielle, vous savez bien, il y a quand même des grosses divergences. Les points essentiels nous unissent, très franchement. On est sûr au Parti Socialiste qu'on est dans un moment historique et qu'on a une responsabilité historique, c'est d'empêcher l'accession au pouvoir de l'extrême droite en 2027. Mais alors, avec quel candidat et comment? Alors, quel candidat, c'était même pas le sujet hier. C'était à quel moment on le désigne et selon quelle modalité pour faire l'union avec nos partenaires. Mais déjà, vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Non, mais c'est normal. On discute et puis on va se mettre d'accord dans les prochains jours. Il y en a qui pensent qu'il faut un candidat avant l'été parce que d'autres candidats dans d'autres camps sont déclarés et qui, quitte à ce que le candidat socialiste s'unisse avec derrière un autre candidat, mais qui est ce qu'on appelle le premier socialiste, c'est-à-dire celui qui représentera le Parti socialiste à la présidentielle, qui soit désigné avant l'été. D'autres, ils pensent qu'il faut que ce soit à l'automne. Certains pensent qu'il faut que l'ensemble des partenaires de gauche se mettent autour de la table et discutent. Et d'autres pensent qu'il faut passer au vote à travers une primaire. Et donc c'est cette discussion-là qu'il y a eu hier. Il y a des désaccords. Certains pensent qu'il faut absolument une primaire pour donner de la légitimité aux candidats et qu'on a besoin de déterminer notre projet avant l'été, mais surtout pas notre candidat. D'autres pensent au contraire qu'il ne faut pas prendre de retard dans cette campagne, désigner notre candidat en même temps que notre projet avant l'été pour qu'il puisse partir en campagne. Et c'est cette discussion qui a eu lieu. Quand là, au mois d'avril, dans les prochains jours. On suivra. Vous reviendrez nous dire ce qui se passe dans le bureau national. Je prends toujours beaucoup de plaisir à venir échanger avec vous. On a le temps de parler, ce qui est assez rare dans les médias. Merci Romain Askenazi. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti Socialiste et député du Val d'Oise. Dans un instant, quelqu'un que vous connaissez bien, parce que vous avez longtemps travaillé avec. Et on va continuer à travailler ensemble sur la proposition de loi qu'on a déposée ensemble sur la protection de nos entreprises à travers le contrôle de nos importations et la lutte contre la concurrence déloyale, notamment des plateformes chinoises, Chine, Temu, AliExpress et d'autres. Donc je travaille beaucoup avec Antoine Varleux-Marquez, effectivement. Et pourtant, vous n'êtes pas du tout du même parti, puisqu'il est député de la Loire, vice-président des Républicains. Tout à fait. Et il sera à votre place dans un instant sur Europe 1. 14